Salut les tondeuses, c'est la praline, vous regardez le 11e journal de la F1. Allez, c'est parti! On se retrouve aujourd'hui pour le débrief de la 8e manche du championnat de F1 2022, le Grand Prix de Bakou. Alors on verra ensemble tout ce qu'il faut avoir vu pendant le week-end, les images les plus marquantes, on verra qui sont les gagnants et les perdants de ce Grand Prix. On fera un point sur le classement, on arrive à la mi-saison, c'est le moment d'y jeter un œil. Et enfin, on a vu le grand retour du marsouinage. Le marsouinage fait son grand retour, il faut qu'on en parle. Commençons par voir ce qu'il y avait à voir pendant les essais libres. Alors on a remarqué déjà en toute première chose des problèmes de DRS de nouveau pour Red Bull. C'est pas la première fois, à Barcelone ils ont eu des vrais problèmes avec ça pendant la course. Là ça arrive pendant les essais. Regardez dans la ligne droite à quel point le DRS se met à vibrer à cause du marsouinage et de l'appui qui est changeant du coup à ce niveau-là. C'est impressionnant, on a vu les mécanos travailler dessus. Et c'est jamais une bonne nouvelle en début de Grand Prix comme ça, en début de week-end quand les mécanos sortent la lock kit, etc. Ensuite, on aura vu aussi pas mal de pilotes faire des petites touchettes le long des murs. Alors Bakou, évidemment, c'est un circuit en ville. D'ailleurs, le slogan de cette année, c'était Street Fighter. Voilà, on est vraiment à la limite, toujours la limite. Là, contrairement à Monaco, ce ne sont pas des barrières, ce sont directement des murs en béton. Heureusement, il y a des endroits avec des protections, des Tech Pro, des choses comme ça, ce qui évite quand même à chaque fois d'y laisser un train avant ou un train arrière. Mais on a quand même assisté à pas mal de petites touchettes, des petites erreurs de freinage, beaucoup de pilotes qui tirent tout droit dans l'échappatoire pour éviter de risquer un problème. Les essais se sont bien passés, peu de risques pris et peu d'accidents à noter, d'accidents graves en tout cas, importants pour le matériel. Voilà, des petites touchettes par-ci par-là, mais tout s'est bien passé. Passons aux qualifications à présent. Les qualifications samedi après-midi, on sent que tout le monde est chaud. Comme le climat, il fait très très chaud à Bakou. Là, c'est sûr, il n'y aura pas de pluie ce week-end. Parmi les images à regarder, on a Aston Martin qui s'est illustré plus ou moins tout au long des qualifs avec Stroll une première fois qui va tamponner les Tech Pro sans abîmer sa voiture. C'était un premier avertissement. Alors, un petit freinage raté, ça arrive. Par contre, le problème, c'est que quelques secondes après, il arrête de prévenir et ce coup-ci, il y va. Alors là, cette fois, il n'y a pas de doute possible. Il n'y avait pas de Tech Pro à cet endroit-là et l'erreur est bien plus importante. Il rate un petit peu la corde et donc il finit trop à l'extérieur. Et ça pardonne pas. La roue avant se plie, il casse le train avant, fin des qualifications. Quelques secondes plus tard, c'est Vettel qui lui aussi va embrasser un Tech Pro gentiment pour le coup. Mais c'est quand même notable d'une voiture qui est difficile à piloter. On sait que l'Aston Martin est très raide et ça leur pose souvent des problèmes. À Bakou particulièrement. Pour le reste et la fin des qualifs, on a un Leclerc qui est impérial, intouchable, 2 dixièmes devant tout le monde. Clairement, la pole lui revient, c'est mérité, c'est un très très beau tour, c'est de très belles qualifications qu'il nous a livrées. Derrière lui, on retrouve Pérez qui devance une fois de plus Verstappen. Alors c'est vrai qu'on n'a pas l'habitude, mais Pérez est en grande forme cette année et surtout en ce moment. Il capitalise après sa victoire à Monaco et c'est chouette de le retrouver en première ligne. Verstappen est donc 3e, suivi de Sainz qui, lui malheureusement comme à son habitude, clôt un petit peu la marche des 4 premières voitures. Notons que les 4 premières voitures se retrouvent en 4 dixièmes, ça montre quand même que globalement elles sont toutes aussi efficaces les unes que les autres. On sait que Ferrari a l'avantage dans les secteurs sinueux et Red Bull dans les secteurs rapides. Ça n'a pas changé, il y a quasiment 10 km/h d'écart dans la grande ligne droite entre les Red Bull et les Ferrari. Cette fois on y est, dimanche après-midi, l'heure du départ. On est tous comme des fous, on attend de voir une lutte au sommet. Et moi, je vais vous faire vivre ça en moins de 2 minutes, chrono en main. Tout de suite, le départ se passe bien, le départ se passe proprement comme à toutes les manches cette année, c'est très beau de les voir. Pérez arrive à faire l'intérieur à Leclerc qui allume un petit peu ses pneus pour essayer de se défendre, mais il n'y avait rien à faire, il est à l'intérieur, il est à l'intérieur. Les 4 premiers à ce stade-là sont Pérez, suivi de Leclerc, Verstappen et Sainz qui ferment la marche. La course est assez sage, il ne se passe pas grand chose de notable jusqu'au tour numéro 9. Au tour numéro 9, on voit Sainz arrêté sur le bord de la route. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Une erreur? Un crash? Et non, en vrai dire, il s'agit d'un problème technique, une fuite hydraulique au moment où il commence à freiner. Il sent que quelque chose se passe, on entend bien ce son si caractéristique d'un gros problème moteur. Il s'arrête, fin de la course pour lui, Ferrari prend déjà un premier coup de massue. Au tour numéro 13, on a une belle manœuvre entre Vettel et Ocon qui se profile entre le virage 3 et le virage 4. Vettel arrive comme une balle à l'aspi, il déboîte, mais au dernier moment, il n'arrive pas à arrêter sa voiture et à freiner. Il est obligé de prendre l'échappatoire, faire un tête-à-queue. On notera qu'il reprend la piste à l'extrême limite de l'AlphaTauri qui est arrivé. À mon avis, dans l'AlphaTauri,
ça a dû un petit peu flipper. Un tour plus tard, on a Verstappen qui rattrape Perez avec la consigne de le doubler sans combattre. La même consigne pour les deux pilotes, le but du jeu étant d'éviter un accrochage. Leclerc qui s'est arrêté tôt pendant la virtual safety car a beaucoup de rythme avec ses pneus durs, sauf qu'au tour numéro 20, on voit ça. Et là, alors là, c'est un vrai cassage de moteur à l'ancienne. Hein. Quand on essaye de faire passer de l'huile à la place de l'essence, ça fume un peu et puis alors ça marche beaucoup moins bien. C'est le double abandon pour Ferrari. C'est le deuxième coup de tonnerre du circuit, incroyable. La voiture n'a pas tenu, même pas la moitié de la course. Double abandon, Ferrari range, Ferrari plie les bouts et ça en est terminé pour eux. Ils offrent un champ libre, un tapis rouge pour Red Bull. On notera sur la fin de course un petit problème de DRS pour Tsunoda. Alors c'est très drôle à regarder. Drôle, c'est un grand mot évidemment, mais c'est très étonnant. On n'a que la moitié du DRS qui va s'ouvrir. Et alors au moment où il essaye de fermer, on sent bien que ça fait n'importe quoi. Le système mécanique, la double petite griffe, est cassé. Donc à un moment donné, il n'y a pas de miracle. Il rentre au stand et quand on commence à réparer des Formule 1 avec du scotch, c'est que vraiment on n'a pas d'autre solution. C'est la galère totale, on ne sait pas quoi faire. C'est la course, c'est très dur, il est énervé, il gueule qu'il en peut plus au micro. Ouais, pour nous, spectateurs, c'est un moment assez drôle, mais pour lui, je comprends la frustration que ça doit engendrer. Il faisait une bonne course en plus pour une fois, et c'est dommage, ça lui enlève toute chance de réaliser une réelle bonne course. Les positions n'évoluent plus jusqu'à l'arrivée en tête, on a Verstappen qui s'impose devant Perez. C'est un très beau doublé des Red Bull, ça compte pour le championnat, ça va leur faire du bien et ça va faire surtout beaucoup de mal à Ferrari. Et sur la troisième place du podium, qui est-ce qu'on retrouve ? On retrouve une nouvelle fois Russell. Alors lui, Russell, il est toujours dans les bons coups. Il a encore fait une course superbe, il a été toujours là. Sa voiture est moins rapide que les Red Bull et les Ferrari, c'est d'accord ça. Par contre, il est là. Il fait pas d'erreur, il est toujours présent et s'il faut ramasser des points comme ça en profitant des erreurs ou des problèmes des autres, il sera toujours là. Il est temps de se demander qui sont les grands gagnants et les grands perdants de cette course. Alors c'est assez évident, les grands gagnants sont évidemment Red Bull. Un nouveau doublé pour eux, ils vont s'échapper au championnat, on regardera les scores et les classements tout de suite derrière. Mais là, pour eux, c'est cadeau. Hein. Là, c'est cadeau. Il n'y a qu'à, allez-y, je vous en prie. Mais non, je n'en ferai rien, mais je vous en supplie. Mais voilà, c'est comme ça. Le grand gagnant numéro 2, c'est évidemment Russell, qui se retrouve une nouvelle fois de plus sur le podium. C'est chouette de le voir. On commence à s'y habituer, à le voir dans les pilotes de tête toujours. Je me languis qu'il ait une voiture performante, parce que quand il viendra se mêler à la bagarre réelle, ça va être très chouette. Quant au grand perdant, sans aucun doute là-dessus, c'est bien Ferrari. Mais qu'est-ce qui se passe chez Ferrari ? C'est la débandade. Après le petit fiasco de Monaco et les grosses erreurs techniques, là on se retrouve avec un double abandon. Enfin, ça commence à être salé. J'imagine que dans la presse italienne ce matin, ça doit cintrer dans tous les sens. C'est vraiment compliqué pour eux et ça va être très compliqué à gérer parce que ça crée une forme de pression autour d'eux et on sait bien que c'est le point faible de Ferrari que de gérer cette pression-là. Au classement, on a Verstappen qui s'échappe en tête avec 150 points, suivi par Perez qui est repassé second avec 129 points. Enfin, Leclerc est troisième avec toujours 116 points. Lui, ça n'évolue pas. Ça commence à faire une belle marge d'avance pour Red Bull. Au championnat constructeur, c'est pareil. 279 points pour Red Bull contre 199 seulement pour Ferrari. L'écart commence à être conséquent après 8 manches. On approche de la mi-saison et on voit quand même se dessiner une réelle avance, même si on n'est quand même jamais sûr de la fiabilité de Red Bull, mais pour le moment, c'est Ferrari qui casse ses moteurs. On notera que Russell passe devant Sainz au classement général, ça c'est assez incongru, et surtout qu'il devance Hamilton de quasiment 30 points. Et ça c'est pas rien, à la mi-saison, c'est pas rien. Maintenant, Red Bull a le temps de voir venir, ils ont suffisamment d'avance pour ne pas avoir à jouer la gagne. Il suffit qu'ils passent la ligne d'arrivée à peu près bien placés, 2, 3, 4, c'est pas un problème, ils ont vraiment plusieurs courses pour voir venir les choses et laisser Ferrari tenter coûte que coûte de gagner, puisque là Ferrari, eux, n'ont plus le choix, ils peuvent plus jouer les deuxième, troisième places, il faut absolument des victoires maintenant et des grosses victoires. Donc je suis quand même curieux de voir comment vont évoluer les choses, sachant qu'en plus il y a un Grand Prix dès le week-end prochain, on va voir si Ferrari va être capable de se relever, de réagir et de faire ça bien. À Bakou, c'est vraiment le marsouinage qui a fait son retour, un retour tonitruant. On l'a vu tout au long du week-end. Regardez, j'ai capturé une image de Sainz pendant les essais. Regardez, fixez-vous sur son casque, c'est incroyable ce que les pilotes prennent en ligne droite.
Alors pas toutes les écuries, pas tous les pilotes, mais globalement ils sont secoués les mecs, hein. Ils n'arrivent même plus à voir les lignes blanches d'entrée des stands ni les panneaux de point de freinage. C'est impressionnant, ça a été un gros débat tout le week-end, mais moi je voulais attirer votre attention sur Hamilton à la fin de la course. À la fin de la course, Hamilton n'est plus capable de sortir de son baquet. Il met de longues secondes à réussir à se dresser, à tendre son dos. Il s'est plaint toute la course, il a exprimé sa douleur toute la course, mais j'aurais pas cru que ce soit à ce point-là. C'est très difficile pour moi de voir un pilote souffrir autant dans son baquet. Et pour le coup, c'est vraiment de mauvais augure, sachant que Russell, qui a la même voiture et les mêmes caractéristiques de voiture, lui est sorti fringant de sa voiture, il était troisième, il était content, c'était la fête. Là, Hamilton, il n'arrive plus à marcher, quoi. Il marche, on dirait, je vais pas vous dire ce qu'on dirait, mais quand il marche, on dirait qu'on lui a planté directement le drapeau à damier dans le fondement. Enfin, c'est triste, ça me fait mal. J'espère vraiment qu'ils vont trouver une solution pour lui et pour ça. Il s'est même dit pendant un moment qu'il n'allait pas participer au Grand Prix du week-end prochain parce que les deux Grands Prix étant très rapprochés, c'était pas sûr qu'il arriverait à faire une bonne récupération physique. Ça a été tout de suite démenti, hein. Il sera là, rassurez-vous, ça va être cool, on va pouvoir le retrouver, mais j'espère surtout qu'il souffrera moins parce que dans ces conditions-là, ça va devenir très compliqué à chaque Grand Prix. Il y a eu un petit débat pendant tout le week-end, il y a des écuries qui se plaignent à la FIA directement du marsouinage, il faut changer les choses. Bon, à part l'exorcisme, je vois pas vraiment ce qui pourrait changer. La vraie réalité, et moi ce que j'en pense en tout cas, c'est qu'il suffit aux écuries qui souffrent de marsouinage de surélever la voiture. Vous soulevez la voiture de 3-4 cm et le marsouinage disparaît. Le problème, c'est qu'en faisant ça, vous perdez énormément de performance parce que l'effet de sol est beaucoup moins performant. Mais quoi qu'il arrive, les solutions existent. Toutes les écuries peuvent les appliquer. C'est simplement que tout le monde est gourmand et on essaye d'aller à la limite. La vraie question, c'est pourquoi est-ce que certaines écuries sont plus atteintes par ce phénomène que d'autres? Alors là, ça peut dépendre de plein de choses. L'appui aéro au niveau des ailerons, le concept même des pontons, le fond plat, enfin ça dépend de beaucoup de choses. En attendant, j'espère que la FIA ne va rien faire pour corriger ça. C'est aux équipes de s'adapter. Elles ont un règlement et un but, gagner des courses. Maintenant, chacun fait son travail, chacun voyage et bon courage à tous. Voilà les tondeuses, c'est tout pour ce débrief de Grand Prix. Je vous remercie de l'avoir suivi. On se retrouve dès la semaine prochaine pour le Grand Prix du Canada. Un Grand Prix qui en général nous offre des courses sublimes. Je suis très impatient d'y être. On se retrouve bientôt. Salut!